Bonsoir Clémentine Beauvais, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et bienvenue à cette rencontre à la Maison de la Poésie. Je suis ravie d'être avec vous pour parler de votre très beau texte Décomposé à l'Iconopop, dont nous allons parler également, cette belle collection de l'Iconoclaste. Je vous présente pour commencer notre entretien. Vous êtes enseignante chercheuse, selon les informations que j'ai trouvées. Alors c'est toujours soumis à caution puisque ça vient d'Internet. Donc n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Vous travaillez à l'université de York, en Angleterre. Vous enseignez et vous recherchez la littérature jeunesse, l'écriture créative et les pratiques de traduction littéraire, car vous êtes également traductrice. Alors, je cite notamment la grande J.K. Rowling. Vous avez traduit l'Icabog, son dernier texte. Vous traduisez de la poésie, vous traduisez de la bande dessinée, qui sont des univers qui vous intéressent, puisque, j'en viens à la raison de votre présence ici ce soir, vous êtes aussi autrice. Alors, vous écrivez des textes d'albums jeunesse. Je cite le dernier, c'est Les Esprits de l'escalier chez Sarbacane. Vous écrivez des romans pour enfants, et en anglais et en français. Et vous écrivez des romans pour adolescents, par exemple, je cite Les Petites Reines, Songe à la douceur, Âge tendre, et puis pour jeunes adultes. Et là, je cite le titre formidable Brexit Romance, chez Sarbacane, toujours, tout comme d'ailleurs les romans pour adolescents que j'ai cités plus tôt. Et puis alors, donc, il y a ce texte dans lequel nous allons entrer par le biais de vos lectures, puisque vous allez nous en lire des extraits, et puis de notre discussion. Mais j'aimerais d'abord, comme je le disais tout à l'heure, présenter la collection qu'il publie. C'est l'Iconopop, c'est une nouvelle collection réjouissante à l'Iconoclaste, dirigée par Cécile Coulon et Alexandre Bord. Décomposé est le 6e texte de cette collection. Il en sort 3 en même temps. Et c'est un projet que je tiens à saluer parce que c'est un projet littéraire excitant, de grande qualité, qui a pour ambition, alors je cite, de publier des textes brefs, intimes et percutants, des formes libres et variées, cris de colère, récits en poésie, une littérature d'aujourd'hui nue et sans tabou, à lire, à dire, à écouter, à vivre sur scène. Et c'est ce que nous allons faire dans un instant. Juste avant de lancer la conversation et avant de lancer les lectures, j'aimerais, pour conclure cette petite présentation, vous poser une question qui concerne plutôt les genres ou les cases, qui est une question qui préoccupe beaucoup les gens dans le milieu littéraire, qui préoccupe pas mal la critique également. Vous êtes autrice jeunesse, comme je viens de le dire. Là, vous écrivez un texte poétique qui mêle aussi un petit peu qui va vers le théâtre, qui mêle aussi la question du roman noir. Enfin, vous n'êtes pas du tout enfermé dans un genre. Moi, je trouve ça très vivifiant et je trouve que c'est très bon signe pour le monde littéraire de sortir un peu, que les cases bougent, que les frontières se déplacent et qu'on sorte un peu de cette chose très sclérosée du genre. Moi, ça fait quelques temps que je lis de la littérature jeunesse et je trouve qu'il y a des plumes formidables. Je m'intéresse beaucoup au polar, au roman noir, c'est pareil. J'ai lu des trésors littéraires. Là, il y a un retour en grâce de la poésie en ce moment avec des éditeurs, des éditrices, des auteurs, des autrices qui sont jeunes et qui font des choses nouvelles. Quel regard, donc vous qui êtes aussi chercheuse en littérature pour enfants, vous posez sur ces genres qui peuvent être encore un peu considérés comme marginaux ou interstitiels? Est-ce que vous aviez envie de conquérir un terrain, de faire bouger les choses, et est-ce que vous pensez que c'est en train de changer? Déjà, merci beaucoup de me poser cette question et puis de m'accueillir ce soir. Moi, je pense, alors pour moi, je fais du roman en vers. J'appelle ça du roman en vers parce que d'une certaine manière, c'est un genre qui est relativement bien balisé dans les pays anglophones. Moi, je l'ai découvert dans la littérature ado anglophone, où il y a des livres de ce type qui gagnent des prix depuis de très nombreuses années, depuis 15-20 ans. Et c'est un genre qui est arrivé plus récemment en France. Vraiment, ces 5 dernières années, on commence à voir des romans en vers de création française, beaucoup aussi en traduction de plus en plus. Donc, il y a une vraie demande. Et bon, ce que j'ai remarqué, c'est que non seulement les ados, mais aussi les adultes lisent ce genre de choses avec délectation. Donc, c'est vraiment de la poésie très narrative ou alors de la narration très poétique, je ne sais pas exactement comment dire. Et le mélange des genres, il est là pour moi. Après, dans un livre comme Décomposé, c'est vrai qu'il y a aussi des parties de théâtre, c'est vrai qu'il y a aussi des parties qui sont même graphiques, qui ont été faites par le graphiste de l'Iconoclaste, Quentin Lise. Donc on peut ensuite se permettre plein d'innovations au cœur même de ce genre de texte, peut-être parce qu'ils sont par nature tellement hybrides et tellement ovnis que bon, on fait ce qu'on veut finalement. Et ça vient de l'étranger, ce mouvement-là? Ça vient plutôt du monde anglo-saxon? Moi, je connaissais pas. Alors en France, il y a quelques années, il y avait Charlotte de Fuenquinos qui était en vers, mais enfin en vers vraiment très aligné à gauche. Ça restait quand même quelque chose de plus
conservateur entre guillemets que ce qui se faisait en Grande-Bretagne et en Amérique. Et après, il y a eu de plus en plus de ce genre de textes en France. Enfin, je pense que vraiment récemment, enfin, Joseph Pontus à la ligne, c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est du roman, enfin, c'est aussi de l'écrit de soi, etc. Et puis c'est de la poésie. Et de plus en plus, je trouve que la tolérance du public devient de plus en plus grande pour ce genre de textes. Donc ils sont aussi de plus en plus audacieux. Quand j'ai publié Songer la douceur, qui était l'un de mes romans précédents, qui est aussi un roman en vers, je me souviens, les gens prenaient le livre et ils disaient ah, excusez-moi, vous en aurez pas un autre parce que celui-là il est cassé. Ils disaient ça dans les salons, où il est mal imprimé celui-là, parce qu'ils comprenaient pas comment ça fonctionnait sur la page avec tous les mots dans tous les sens. Et maintenant il y a beaucoup plus d'habituation à ce genre d'expérience, donc c'est chouette aussi. Et la tolérance devient un appétit petit à petit. Je vais, Clémentine Beauvais, vous laisser lire un premier extrait de Décomposer pour nous. C'est le chapitre 5. C'est le chapitre 5 et donc on a la présentation de Jeanne qui est, je suis sûre qu'on en parlera après, mais qui est la muse de Baudelaire dont il est question dans ce texte et qui se promène à côté de Baudelaire et ils viennent de voir une charogne qui était par terre au détour d'un sentier. Voilà. Donc là, on a la première description de Jeanne. Tout un monde lointain, 1830. Jeanne des îles, née près de la mer, là où le soleil est plus blanc que neige, là où la mer est chaude comme un bain, loin. Tu es ce qu'on appelle une beauté exotique, prisée, parce que son voisinage évoque aux hommes les exhalaisons du rhum, les typhons, les femelles de bêtes sauvages griffues, et ses fleurs en forme de sexe de femme, pistils crochus, et le lys des bois rares, les longues plages où le prochain bateau n'est pas encore en vue. Ton poète déplie pour toi cet éventail. Jeanne des îles, pour lui tu es l'île. Et tout ton corps est île, toute ta peau, sable chaud, et parfums et plantes et animaux piqués dessus. Et puis sa bouche, à lui, elle est comme les caravelles qui accostent dans les encoches des côtes, fichent l'ancre dans les coraux. À la descente, les chaloupes perlent la baie, dénichent les richesses. Tu portes ses désirs dans tes ombres et dans ta souplesse. Sur ta peau, le poète dépose une résille de salive. Sur la feuille, des traits d'encre. Il te mangerait bien, tu dois avoir un goût de mangue, mais une muse, c'est comme les lobes, ça ne se gobe pas tout rond, ça s'entretient à coups de langue. Celle de ton poète est leste. Tu te demandes parfois, que restera-t-il de son œuvre, de moi, quand on sera depuis longtemps parti ? Je te promets, par cette vision que j'ai ici et qui va loin au-delà du sentier, qu'il restera beaucoup. On le connaîtra bien. Ce sera l'un des grands. Tous nos enfants l'annonneront, tous nos adolescents recopieront ses vers. Et toi, on te connaîtra grâce à lui. Tes cheveux et ta peau et tes odeurs hanteront d'autres lieux, d'autres époques. Tu seras dans la bouche d'autres hommes qui, comme lui, te rediront, te redonneront vie. Charles. Vous pensez encore à cette carcasse ? Jeanne. Laquelle donc ? Mais enfin, celle qu'on a vue, celle qu'on a sentie, les jambes en l'air, la puanteur si forte, celle qui a failli vous faire défaillir. Sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Pas un instant, je ne crus m'évanouir. Allons bon, sur l'herbe, Jeanne, j'ai bien senti votre bras mollir. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. J'ai vu vos joues pâlir, Jeanne. Vous crûtes vous évanouir. Pas un instant. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. Jeanne, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, pas la peine de me mentir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Jeanne, vous riez, pourquoi riez-vous ? Mais parce qu'enfin, qui dit crûte ? Qui, avec sérieux, peut dire crûte ? Crûte est un mot qui fait rire. Non. Jamais tu ne crus t'évanouir. C'est le poète, c'est lui qui manqua défaillir. En me voyant, en me sentant, cette poussière de moi dans un creux de sa gorge, aigre comme un fromage blanc, moi, j'ai goûté sa bile sur sa glotte, mercure jaune. Il crut s'évanouir. Et c'est ton bras qui l'a porté. Toi, des charognes, tu en as vu d'autres. Dès l'enfance, cette enfance pleine de mystères, sur les terres conquises, charogne de bœuf, charogne de cheval. Un jour, une charogne de raie, oubliée à un crochet. Souriant, spectre blanc, au boyau débobiné, maillon violine, tout au bout le boulet crème de la vessie. Cadavres humains, tu en as vu aussi, de tous les âges. Pêcheurs échoués sur la plage, tas de gelées, enfants dégringolés des arbres comme des abricots, et de très vieilles personnes, la peau de cette griseur tendre des souriceaux.
Tu as enterré tant de corps dans ce que Charles appelle tes îles paresseuses. Il en aurait fallu bien davantage pour que tu crusses t'évanouir, toi, sur l'herbe verte, vers petit pois du petit bois, au détour d'un sentier à cause de moi. Moi non plus, à ta place, je n'aurais pas cru m'évanouir. Ils auraient paré à ma défaillance, tous les cadavres de ma connaissance, depuis le frère. Il y en a eu des charognes, Jeanne, dans nos vies. Le corps de grands bourgeois mangés par les substances, les corps des putes et des enfants des putes, des vieilles voisines et des anciens amis. Ce n'est pas nous qui crûmes, Charles, c'est vous qui crûtes. Merci beaucoup et bravo pour cette lecture, Clémentine Beauvais. Vous lisez très bien. Et cette Jeanne qui est évoquée, vous l'avez dit juste avant de commencer à lire, c'est la fameuse Jeanne Duval, muse de Baudelaire, dont finalement nous ne savons que peu de choses. Il y a peu d'éléments biographiques sur elle. Précisons que Baudelaire nous fêtons aujourd'hui les 200 ans de la naissance de Baudelaire. Et dans le livre, c'est la voix de cette charogne qui résonne, la voix de la charogne devant laquelle le couple passe, qui va inspirer ce fameux poème à Baudelaire. Cette charogne, on va en parler, c'est une femme qui raconte sa vie à Jeanne, et un dialogue s'installe véritablement entre les deux femmes. Et finalement, Charles Baudelaire, le grand poète, devient un personnage en retrait. Et ce n'est plus lui qui reçoit toute la lumière des projecteurs. Est-ce que c'est ça aussi? Déjà, quel rapport vous entretenez, vous, avec Baudelaire, avec cette poésie-là classique qui nous surplombe, qui prend tellement de place? Vous le disiez, les enfants la nonnent, les adolescents la recopient par cœur. Quel lien entretenez-vous avec Baudelaire? Et puis, est-ce que c'est ça aussi, moderniser la poésie aujourd'hui, de changer la place de la caméra pour aller regarder un peu, donner de la voix aux personnages qui étaient jusque-là dans l'ombre ou qui étaient simplement les muses? Oui, alors moi, le rapport que j'ai à Baudelaire, très honnêtement, je sais que le bouquin peut paraître comme un bouquin à charge, mais c'est pas pour vrai. Moi, en tout cas, j'en ai pas fait cette lecture. Ça vient aussi d'un endroit d'une grande affection, plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, Baudelaire, vraiment, quand je l'ai découvert au lycée, c'était un choc énorme, parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais moi, j'avais vraiment une affection très particulière pour Baudelaire, beaucoup plus que pour Rimbaud, beaucoup plus que pour Hugo, que tous les autres classiques qu'on nous a étudiés. Moi, c'était vraiment Baudelaire. Et j'allais sur sa tombe au cimetière du Montparnasse. J'étais un peu intense de ce point de vue-là, et j'aimais vraiment beaucoup Baudelaire. Et Une charogne, ça a toujours été, je pense, mon poème préféré. Dès que je l'ai découvert, j'étais fascinée par ce poème. Mais en fait, j'étais aussi fascinée parce que, justement, il y avait ces questions derrière qui était quand même... je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que c'était quand même pas très sympa de terminer un poème sur une charogne en disant à sa copine « Et toi, un jour, tu seras toute morte et tu pourriras par terre, et j'espère bien que tu parleras au verre de notre amour à nous. » Je me disais, c'est quand même étrange comme idée de faire ça. Et c'est aussi ce qui fait toute la fascination du poème, évidemment. Et c'est à cette idée-là que je suis revenue plus tard. Est-ce que c'est une manière de moderniser je pense, oui, en grande partie. Et après, les approches, que ce soit des pastiches ou de prendre le point de vue d'un personnage dans une œuvre, etc., il y a presque un aspect consigne d'atelier d'écriture, et j'en fais beaucoup, donc je suis bien placée pour savoir que c'est exactement le genre de truc qu'on dirait, imaginez que vous êtes... mais ces consignes-là, en fait, elles sont elles-mêmes vivifiantes parce qu'elles permettent tout par rapport à la littérature. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas, une mouche sur la table dans un roman d'Agatha Christie, qu'est-ce que vous voyez, etc. Ça permet de dire que oui, vous qui êtes n'importe où en train d'écrire, vous pouvez être n'importe qui, n'importe quoi dans un roman, dans un poème, etc. Et c'est ça qui est moderne, je trouve, dans ce genre de consignes. Et quand on pousse ça loin, comme c'est le cas pour tout un roman, on a une vision, un angle complètement différent sur la littérature classique, c'est sûr. Puis il y a aussi une façon, une volonté de désacraliser aussi d'une certaine façon certains aspects de cette poésie-là, peut-être même aussi de cette langue. Moi, j'ai ri en lisant sur qui dit crute aujourd'hui, et c'est vrai, et c'est vrai qu'on lit, on pense, mais on réagit pas vraiment à ces mots-là, alors qu'en fait, ils sont très étranges. Oui, c'est sûr. Alors le côté humoristique et désacralisation, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse toujours. Mes livres en général, ils sont humoristiques. Alors celui-là est peut-être moins que les autres en général, mais j'aime bien trouver le côté drôle, sarcastique, un peu narquois qui peut y avoir dans ce type d'écriture. Mais étant donné que même l'entreprise d'écriture est... Alors, c'est pas vraiment une blague, mais c'est quand même une petite pirouette sur quelque chose de classique. Je pense qu'on peut vraiment se permettre aussi ce genre d'approche avec une distance humoristique de temps à autre au moins. Et puis le fait aussi de prendre au sérieux ce qui avant n'était pas pris au sérieux, en prenant moins au sérieux ce qui est généralement
pris très au sérieux. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, Baudelaire va dire à Jeanne « Ah, t'as un petit talent là pour me raconter l'histoire de ta charogne. En prenant un petit peu soin de ton style, tu pourrais peut-être faire un petit roman. » Il dit ça avec ce petit air condescendant qu'on peut tout à fait imaginer. Et là, je trouve que vous donnez la parole, justement, et vous mettez la lumière vers des zones d'ombre qui auparavant étaient laissées dans l'ombre un peu volontairement, puisque considérées comme pas sérieuses ou pas dignes d'intérêt. C'est-à-dire la voix de la femme. Oui, et il y a des modèles de ça qui sont très intéressants. Il y a un livre de Jean Rhys qui prend le personnage de la femme dans le grenier dans Jane Eyre, par exemple, et qui était cette femme, d'où est-ce qu'elle venait, etc. Et c'est le genre de choses qui... vous avez raison de mettre la lumière sur un autre personnage. Ça donne aussi un autre éclairage sur peut-être même la politique d'un texte. Et ce qu'on ne voit pas dans la charogne aussi, évidemment on le voit quand on l'analyse, etc. Mais c'est ce côté de la charogne, donc probablement d'animal, qui est constamment comparé à un corps de femme. Lui, il s'adresse lui-même à une femme. Et entre toutes ces références féminines qui s'appliquent à des choses comme extrêmement violentes, enfin la mort, la décomposition, et ensuite le fait de se souvenir jusqu'à la mort et même bien au-delà de la présence du poète, si on va mettre l'accent sur ces personnages, c'est-à-dire sur cette charogne, en imaginant que c'est une femme, et sur la personne de la muse, du coup on a vraiment une voix qui sort qui a quand même une portée politique aussi et pas seulement irrévérencieuse sur le poème en général. Alors, question plus technique, comment avez-vous travaillé cette matière, à la fois la poésie de Baudelaire, la langue de Baudelaire, et puis toute la dimension historique aussi, documentaire, puisque quand même, il y a beaucoup d'éléments, si on regarde attentivement, moi je pense que plein de choses m'auront échappé, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont liés quand même à la biographie et au travail de Baudelaire et de Jeanne. Oui, alors avec beaucoup de liberté cependant, parce que pour moi c'était beaucoup plus important d'être au service de ma narration que de la vérité historique absolue. Donc par exemple, non seulement on n'a pas du tout de preuve que c'était Jeanne qui était au bras de Baudelaire ce jour-là de la charogne, mais en plus c'est très probablement pas le cas, c'est d'après ce que j'en ai lu, mais moi ça m'arrangeait beaucoup que ce soit Jeanne, donc du coup c'est Jeanne dans mon histoire. La charogne, on peut estimer que c'était probablement pas un être humain si charogne il y eut, et donc que c'était très très probablement un animal. Donc c'est le genre de choses qu'on peut avec lequel j'ai joué. Après pour le reste, les indications disons géographiques sont plus ou moins correctes. J'ai un père qui est assez obsédé d'histoire de Paris et on n'est pas très loin, ils ne sont pas très loin, mes parents, de la rue aujourd'hui le Regratier, à l'époque rue de la femme sans tête, mais très honnêtement rien que le mot rue de la femme sans tête, en fait c'est même pas la peine de savoir où c'est tellement génial comme nom qu'on dirait que c'est dans un roman déjà, alors que c'était vraiment le nom de la rue à l'époque, et j'ai beaucoup aimé faire ça, c'est-à-dire qu'il y a des aspects documentaires, mais en fait ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on peut évoquer ce Paris de l'époque, comment est-ce qu'on peut évoquer les montagnes de l'époque. Il est un tout petit peu question par-ci par-là de faits politiques de l'époque, mais ce que je voulais, c'était vraiment créer une ambiance, une atmosphère qui puisse faire croire de manière stylisée à un 19e siècle baudelairien, en fait. C'était pas l'exactitude historique, mais plus une espèce de justesse mentale de ce qu'on se représente quand on se représente l'imaginaire baudelairien, quoi. Et ça, c'était donc moi, c'était plus un travail de poétique que documentaire, cet aspect-là. Alors maintenant, vous allez nous faire une deuxième lecture de votre texte. C'est le chapitre 8. Lecture, c'est le chapitre 8, Chambre en haut d'un escalier 1841, et c'est toujours la charogne qui parle, et qui parle de sa vie qu'elle a eue. Je me souviens de toi, Jeanne la Muse, en haut d'un escalier. Rappelle-toi l'objet dont je m'étais armée. J'étais devenue couturière, ce qui veut dire la journée, entremetteuse de tissus, tablier robes, étoiles et jupons, rubans, dentelles, boutons, rapiessage et éventuelle réparation. Et la nuit, ravaudeuse de corps déchiquetés. Pas sous les yeux des docteurs, ils n'aiment pas les femmes qui s'interposent, qui osent ponctuer de petits points serrés le gros lassage vite effectué par eux, perlant de pus, rouge rubis violent, chaleur de braise, le rouge qui connaît la mort par son prénom. On m'appelait au chevet des chairs hurlantes, des femmes déchirées par de gras nourrissons, par telle ou telle opération, par quelques points de pierre pour celles qui avaient cherché des noises. Souvent, c'était en haut d'un escalier crissant, derrière une porte en bois, sur un lit au relent de choux cuits. Des enfants petits et secrets se blottissaient dans les fentes des murs. Je commençais par sortir mes objets. Aiguilles, épingles, tout l'attirail qui pique et qui répare, ciseaux, minces couteaux, rasoirs, linge blanc ou presque, ou du moins pas trop rose. Au matin, je les frottais dans l'eau glacée où le sang glisse en docile anémone.
alcool au croc solide qui mord la gorge. Et tout cela rangé dans une petite mallette de cuir noir craquelée dans des encoches prévues à cet effet que j'avais faites, où ils tenaient parfaitement. Oh, comme j'étais satisfaite de les voir briller là, sages comme des biscuits, dans les boîtes des grands chocolatiers. Jeanne, je me rappelle l'escalier qui m'a menée à toi, hirsute de poussière. Je me rappelle la chambre grinçante et brune, le lit épais, soupe de drap, la table, le doigt gris-vert de la chandelle. La jeune fille musaraigne qui m'a dit « Elle est en piètre état, elle est tombée la tête la première contre une console. » Point de console dans ta chambre. C'était ailleurs que tu étais tombée, en quelque salon plus cossu. Dans cette chute, le bois n'avait pas eu raison de l'os, bien protégé par son coussin de chevelure. Cette chevelure qu'il a écrite, le poète. Forte tresse, cheveux bleus, crinière lourde. Mais l'étui grège de la peau s'est déchiré. Les boucles noires, dans cette glu bleu-bronze du sang versé, ont la rigidité de celle des statues. Et Jeanne, ton visage était comme les statues, et tout ton corps était comme les statues. J'ai dit, elle est tombée contre une console donc ? La femme musaraigne a confirmé en détournant les yeux, en s'affairant à réveiller un feu malingre. Et dans les danses de ce feu, on devinait un homme, en plus de la femme et de la console. Je sais qui à présent. Le docteur est venu, j'ai constaté, car tu étais rasé, bien que pas nettement, tout le long d'où bavait cette blessure, sillon glabre rayant ta chevelure, et il y avait eu comme un semblant d'effort pour en rabibocher les deux languettes. Il a fait du mauvais travail, ai-je ajouté. La petite aide hochait sa tête besogneuse. Son excuse de feu gesticulait jaunâtre. Je vais tout faire pour améliorer ça. J'ai rasé mieux autour de la béance, toi tu ronflais un peu, bruit de bourdon. Je t'ai rempli d'alcool comme on noie un chaton. Et dans cette vapeur, j'ai sorti mes aiguilles, mon fil et mes ciseaux, réunis bien serrés, les lèvres de la plaie. Ta moue était boudeuse entre tes fortes tresses, et la console ayant tracé un trait bien droit, j'ai pu recoudre net en quelques petits points, une dizaine, par le moyen du fil le plus fluet. Comment est-elle donc tombée, ai-je chuchoté à la jeune fille ? Je ne sais pas, madame, elle aura trébuché peut-être. Elle avait le nez presque dans les braises. J'ai plaisanté. Cette manie qu'ont les consoles de se jeter à nos visages. J'arrête là. Donc là, nous parlions tout à l'heure de la voix de ce texte. Cette voix, c'est celle de Grace, c'est celle de la Charogne, qui parle, qui s'élève et qui nous raconte sa vie. Vous avez évoqué les montagnes tout à l'heure, vous avez parlé de Paris, puis des montagnes. C'est lié à l'histoire aussi de cette femme que vous avez inventée, qui prend chair et qui prend corps dans le livre. Peut-être qu'on peut dire quelques mots sur elle et expliquer qui est Grace et quel a été son parcours depuis ces fameuses montagnes. Alors Grace, c'est une femme qui au moment de sa mort est d'âge, entre deux âges, d'âge relativement mûr, et donc qui a vécu quand même une vie assez longue, et qui naît dans les montagnes et qui va être en fait guidée, pour moi, elle est guidée tout au long de sa vie par son aiguille. Au début, elle est couturière, comme on s'attend de sa personne, là où elle est, elle va coudre des choses. Plus tard, quand elle vient à Paris, elle devient prostituée, enfin du moins on le comprend comme ça. Ensuite, elle refait de la couture, et donc l'une des parties secrètes de son métier de couturière, c'est qu'elle est chirurgienne. Avec son aiguille, elle recoud les femmes. Elle a une espèce de talent un peu magique pour recoudre les corps. Elle l'a pas appris, mais elle le sent, donc il y a une espèce de pouvoir un peu arcane là-dedans. Et puis peu à peu, littéralement de fil en aiguille, elle va se retrouver dans des situations où elle n'est pas seulement en train de guérir des blessures de femmes, mais également de devenir avorteuse, et un peu plus tard, je ne vais pas m'auto-spoiler mon propre livre, mais elle va de plus en plus loin dans les usages de son aiguille, on va dire. Donc elle exerce tous ces métiers de l'ombre, entre guillemets, si on peut parler de métier pour certains, mais et c'est ça qu'elle va avoir comme carrière, on va dire. Et Grace, en fait, vous mettez la médecine entre ses mains, hein, vous mettez le don de soigner. C'est un texte qui est aussi, on l'a entendu là dans votre lecture, c'est aussi une réflexion sur le corps des femmes et sur ce qui leur est fait, que ce soit guérir ou blesser. Grace, elle soigne, elle couture, elle répare aussi, elle passe après les violences, elle passe après les douleurs, elle passe après les accouchements. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur cette chair féminine qui, dès le titre, est présente décomposée ?
Là, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un aspect du texte, je m'en suis aperçue après, en fait, rétrospectivement, qui doit beaucoup à des lectures plus ou moins récentes que j'ai faites, mais d'essais plutôt théoriques, dont Le Sorcière de Mona Chollet, je pense, qui m'a quand même beaucoup influencée. Je m'en suis pas aperçue quand j'écrivais le livre, c'est marrant. Mais dans l'idée de ces savoir-faire ou de ces savoirs qui étaient auparavant ceux des femmes et qui ont été peu à peu confisqués, récupérés par la professionnalisation, qui voulait aussi dire la professionnalisation par les hommes. Et pour moi, la charogne, donc Grace, c'est un peu ça qu'elle incarne encore, c'est cette espèce de pratique secrète, pas encore professionnalisée ou alors en cours de l'être. Et donc là, elle passe après les chirurgiens, par exemple, de cette manière, parce qu'elle a une espèce de savoir qui n'est pas contenu dans les livres. Donc elle va rencontrer un homme qui est son grand amour dans l'histoire, qui lui fait des études de médecine, qui connaît très scrupuleusement le nom de tous les os. Et elle lui dit, mais en fait, t'as pas besoin de savoir, il suffit d'écouter les plaies, de les tâter, de les toucher, et tu sauras où ton aiguille doit te mener. Donc elle représente pour moi cette espèce de connaissance un peu magique, un peu sorcière, de choses extrêmement complexes comme la médecine. Et c'est parce que oui, elle répare aussi les esprits d'une certaine manière et pas seulement les corps. Elle redresse des torts qui sont politiques, sociaux, psychologiques, pas juste physiologiques. Il y a un côté aussi baguette de sourcier dans cette aiguille qui l'amène quasiment vers le destin et vers le savoir sur les femmes. Je rebondis sur cette question de sorcière parce que j'avais justement envie de vous parler de ce livre de Mona Chollet auquel on pense, auquel j'ai pensé quand j'ai lu le texte, puisqu'il y a cette image de la femme faiseuse d'anges, la guérisseuse, presque télépathe aussi, hein, qui sent, qui voit les autres et qui sent un peu ce qui peut se passer pour elle. Quel regard vous portez, vous, sur cette figure de la sorcière qui est revenu sur le devant de la scène intellectuelle féministe ces derniers mois, ces dernières années? Oui, c'est intéressant parce que, encore une fois, comme d'une certaine manière, c'était assez inconscient quand j'ai écrit le livre que c'était. Je pensais vraiment pas que vous me diriez que c'était inconscient. Oui, mais parfois ça arrive, on se dit, mais c'est étrange de ne pas l'avoir vu, mais d'un autre côté, c'est presque par définition exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire de cette espèce de télépathie ou que ce motif se réveille maintenant et inspire tellement, à la fois au niveau théorique, mais aussi au niveau des romans, etc. C'est presque intéressant, c'est presque magique en soi d'une certaine manière, donc je trouve ça rigolo que ça soit venu comme ça. Et le regard que je porte là-dessus aussi, c'est que c'est vraiment une occasion de réincarner la chair. Enfin, si on pense à la charogne, c'est vraiment un portrait extraordinaire de la chair en putréfaction. Mais paradoxalement, bien que ce poème soit extraordinairement charnel et carné, il n'est pas nécessairement incarné par un esprit qui serait par exemple celui, je sais pas, de la muse en l'occurrence. Elle est plutôt là pour servir d'objet du poème, enfin de la personne qui reçoit le poème. Donc ce genre de choses, ce genre de pensée un peu à la Mona Chollet, mais pas que, ça permet aussi de réincarner ces corps qu'on voyait comme des morceaux de corps à opérer, des morceaux de corps à accoucher, des morceaux de corps à avorter, etc. Et de leur retrouver une histoire, de leur retrouver une biographie, de leur retrouver un passé, un futur, etc. Et pour moi, c'est ce que le livre fait aussi. Et puis même quand il est question... il est beaucoup question d'avortement. L'approche qui en est faite n'est pas du tout médicale. Enfin, elle a une vision complètement incarnée, extrêmement tendre et empathique de ce qu'elle fait comme travail auprès des femmes, auprès des enfants, etc. Donc, elle a vraiment constamment conscience des consciences qui habitent ces corps-là, quoi, et ce côté charnel. Et vous insufflez vraiment une âme dans ces images un peu figées qu'on peut avoir justement de ce 19e siècle artistique, sur lequel il y avait un monopole très masculin et dans lequel on se rend compte que les femmes sont très souvent des figures, en fait, des figures, des objets, des chevelures, des morceaux de corps. Et on le ressent très fortement en vous lisant. C'est assez fou parce qu'on se rend compte, on fait une relecture en fait, de toute une partie de l'histoire de l'art du 19e siècle. Oui, alors c'est marrant, là j'habite depuis 17 ans en Angleterre et j'ai l'impression quand même que le 19e en Angleterre est beaucoup plus habité par les femmes et par des grandes figures de femmes qui ont, vraiment pour le coup, le terme de sorcière dans des livres comme, j'ai mentionné Jenner tout à l'heure, mais tous les sœurs Brontë, etc. est très approprié et je pense que c'est aussi ça qui fait que pour moi le 19e, je le saisis aussi par ces espèces de destins passionnels de femmes autrices, etc. Peut-être plus en effet que le 19e français, même si évidemment il y a quand même des figures de femmes, mais qui sont
moins cette espèce d'énergie sauvage et bourrasque qu'on peut avoir côté anglais. Donc peut-être que ça vient de là aussi, je crois. Et c'est aussi un roman, avant de passer à la troisième lecture, c'est aussi un roman sur la sororité, qui est aussi un terme qu'on a beaucoup à cœur en ce moment. Mais on le disait, Grace arrive de ces montagnes, mais elle arrive aussi avec ses sœurs. Et les sœurs sont présentes tout au long du texte. Elles deviennent aussi prostituées. Il arrive des choses à leur corps. Elles ont une relation qui va se tisser, qui va se couturer aussi au fil du texte. Et puis les sœurs deviennent, on sait que ce sont des sœurs de sang, mais il y a aussi une question de sororité bien plus large qui se développe au fil du texte. C'est aussi l'un de vos axes de réflexion. Oui, la sororité, c'est vraiment un gros aspect du texte, en effet, le côté les amis qui sont comme des sœurs. Et en même temps, ce qui m'importait, c'était de ne pas avoir une vision de la sororité qui soit toute rose et gentille et que les sœurs sont toujours ensemble et girl power, etc. Parce que c'est pas vraiment ça dont il s'agit. Je pense que les sœurs, elles ont un aspect qui est à la fois vraiment un compassionnel, empathique extrêmement fort. C'est vraiment la raison qu'a Jeanne de vivre. Hein. Dès le début, elle subit des choses pour défendre ses sœurs et tout le long, c'est ce qui va se passer. Elle va subir des choses pour défendre ses sœurs, jusqu'à vraiment être, même pas subir, mais agir pour défendre ses sœurs, de la manière dont elle le voit. Mais les sœurs, c'est aussi une instance régulatrice, c'est-à-dire que pour moi, cette espèce de communauté de femmes dont elle est entourée, elle soutient aussi des structures qui sont destructives, en fait. Et ça apparaît très clairement à la fin, encore une fois, je ne vais pas m'auto-spoiler, mais il y a quand même tout un passage à la fin où il est très clair que voilà, cette sororité-là, elle est aussi là pour réguler, maintenir des normes et aussi soutenir des institutions qui peuvent être une cause de souffrance pour toutes. Et j'aime bien l'idée de ne pas être seulement dans la glorification de cette sororité, parce que c'est plus complexe que ça, c'est plus compliqué que ça d'être dans la solidarité féminine à l'époque comme aujourd'hui. Et donc c'est cette nuance-là que je voulais beaucoup explorer aussi. Mais il y a aussi cette dimension miroir qui est dans le poème de Baudelaire, Charogne, regarde-toi, tu seras bientôt où tu seras un jour, cette femme-là. Mais vous élevez aussi cette discussion entre, bien effectivement, vous prenez au pied de la lettre Baudelaire et vous dites oui, si on fait dialoguer deux femmes, une morte, une vivante, eh bien oui, il peut y avoir un effet miroir et en fait ça peut être extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que simplement un choc esthétique. Oui, parce qu'après les deux entrent en une espèce de communication paranormale, on va dire. Elles sont infiltrées des humeurs de l'une et de l'autre et elles racontent des histoires qui sont sensiblement les mêmes histoires l'une pour l'autre parce qu'elles subissent le même genre de mal du siècle, qui est peut-être pas que du 19e siècle. Et donc il va y avoir cette communion, vraiment au sens propre de communion qui se passe entre les deux, mais quand même avec des décalages parce que c'est pas non plus les mêmes personnes et elles subissent pas exactement les mêmes choses. Mais ça, c'est vrai que vous jouez pas du tout sur ce côté un peu sourire sur le visage de tout le monde, sororité rayonnante et utopie féministe. C'est pas du tout ce qui est à l'œuvre dans le texte. Je pense que c'est pas forcément rendre service à la cause, pour dire des grands mots, de le dire comme ça. Je trouve que d'exprimer une espèce de sororité béate dans laquelle tout serait toujours facile et on aurait toujours les mêmes, toujours à la fois un intérêt à faire corps. Parfois on fait des concessions, parfois il y a des négociations qui se passent, même très souvent. Et la représentation de ça dans l'art doit tenir compte de toutes ces nuances-là. Ça me paraît vraiment important pour le coup. C'est comme toutes les choses qui sont expliquées dans le livre, qu'il soit question de médecine, qu'il soit question d'avortement, qu'il soit question à la fin de meurtre, ce genre de choses-là. C'est jamais simple quand même. Et moi, j'aimais bien l'idée, notamment, c'est aussi rendu possible par la poésie, d'en montrer les complexités, parce qu'avec la poésie, ce qu'on peut faire, c'est faire des toutes petites évocations qui rajoutent une espèce de gêne, qui rajoutent un truc. C'est pas la peine de théoriser ce qui se passe, c'est pas la peine de surexpliquer, de surdécrire, mais on peut rajouter juste un petit mot en travers de la page, un petit presque ou un petit mais je suis pas trop sûre. et ça rajoute une hésitation, quoi. Et pourquoi pour vous c'est typiquement poétique, ça? Parce qu'on peut le faire aussi dans un texte. Je pense que dans la poésie, ce qui est permis par la poésie et par les formes poétiques en vers très libres comme ça, c'est que alors moi, la manière dont je joue beaucoup, c'est en regardant la géographie de la page d'une certaine manière et quel est le chemin que doit faire l'œil pour aller d'un mot à un autre. Et quand on rajoute, évidemment, on sait très bien quand il y a un enjambement, il se passe un truc quand même dans l'œil, dans l'oreille, qui fait qu'on va entendre un silence ou pas, ou alors on va se ruer à la ligne ou pas. Donc il y a le rythme qui est créé de cette manière-là. Et entre deux mots, on peut jouer d'un espace. Donc c'est littéralement rien, c'est juste du blanc, mais parce qu'il a fallu faire ce petit bond de l'œil, et notre esprit a dû faire un petit « attends, il y a un truc qui cloche », et ces trucs qui clochent
avec une vision, avec une page en poésie en vers libre, eh ben, il est là sans lettres d'une manière qui est plus difficile en prose. Et pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup la prose et j'en écris beaucoup. Mais là, pour moi, c'est un de ces privilèges de la poésie où on peut se permettre ces petits moments de trucs qui clochent. Ces mots qui ressortent, ces phrases en décalé, ces espaces, ces respirations qui donnent... Je décris puisque j'ai eu les livres sous les yeux, mais... les personnes qui nous écoutent, pas forcément Oui, encore. c'est vrai que d'ailleurs, c'est assez difficile à lire pour moi à voix haute. Parce que je ne sais pas trop comment le lire, honnêtement. Et vous le faites parfaitement. D'ailleurs, vous allez le refaire pour la 3e fois. Je vous invite à faire votre troisième et dernière lecture. Alors, donc là, on a la charogne qui est vraiment en train de pourrir pour le coup. Hein. Il se passe beaucoup de temps. Hein. Ah, elle pourrit vraiment beaucoup. Donc 13, détour d'un sentier, 1855. Le jour décline. Dans mes craquelures se coulent les insectes secs de 17 heures. Casque noir des scarabées, cosse grise des cloportes. La brise râpeuse du soir, la lumière diagonale finissent de me débarrasser de mes mollesses. J'ai délaissé ma houppelande de moisissure, je ne suis presque plus que squelette rêche. Ce soir ou cette nuit, je ne serai plus rien, un spectre. Mais en attendant, quelques histoires encore à raconter, quelques liens à nouer avec les vivants. Du moins avec une vivante. Jeanne, tes pas se sont depuis longtemps évanouis, et ceux de Charles avec. Mais je te hante. Et j'entends résonner ce que tu lui as dit. Tu t'es chargé de moi, de ma carcasse aromatique. J'existe encore où que tu sois. Je me presse dans quelques secrètes alvéoles de ta poitrine. Tu me pressens. Alors j'ai ce loisir, explorer de ton corps chaque recoin, faire parler la muse de l'intérieur. Ainsi, une accordéoniste tire de la peau froncée une musique. Ainsi, tous tes bonheurs et toutes tes inquiétudes chantent-ils dans cette outre aux 1000 plis. Je vois que 3 fois dans ton corps s'est éveillée la vie. Une première fois, il y a bien longtemps, trace ancienne, dans les îles, Jeanne des îles, lorsque tu connaissais à peine nos sangs d'une semaine qui disent le temps qui passe. Ce petit être-là a peu battu, il s'est endormi tout naturellement. Peut-être ne voulait-il pas d'une mère qui soit encore une enfant. Cette vie a laissé juste un poinçon blanc, discrète politesse de départ. Une deuxième fois, la vie est apparue. Celle-là, opiniâtre. C'était tes années de théâtre. Je vois que tu te penches pour remercier sous les applaudissements et la nausée ouateuse dans la gorge, tu te redresses. C'est l'enfant d'un autre illustre qui le premier t'a repéré en plein cœur de Paris, dont tu décores le lit. Avant Charles. Et pour te défricher de cette vie, tu as pris un remède, mélange médiéval, un brouet de sorcières, sœurs croisées sous un pont qui décoctait des herbes. Le goût de fiel fadasse, dès la déglutition, tout ton bassin s'est fait tête de taureau, tempétueuse, encornant tes jupons, et mugissant, ruant, on entend encore son écho en toi jusqu'à la mise à mort. La tête est retombée. Les cornes sont redevenues os, la langue dévidée a bavé le rien ou presque avant le sang. Cette vie-là, lui, jaune de colère. Elle avait déjà le soleil sous son pelage. J'en ai vu ô combien des anges de cette nature, infimes lutteurs aux intentions nettes, aux poings durs. Une troisième fois, enfin, un mince enfant de Charles. Sa tache en toi est verte, car il n'était ni attendu, ni redouté, juste une possibilité à laquelle tu étais ouverte. Ainsi, il a pris la couleur d'une fenêtre donnant sur un jardin. Son humeur était douce, il aurait embaumé les fruits sucrés, car il était sans méchanceté, modeste comme une noisette, la mine d'une gravité enfantine. Il a été conçu dans les délices d'un doux matin d'été, bien avant que Charles ne te dise « Et pourtant vous serez semblable à cette ordure », bien avant qu'il n'interpose entre toi et le monde une console. C'était l'enfant de la passion au moment où elle danse, encore pleine d'entrain dans une musique joyeuse. As-tu même connu son existence ? Il s'est enfui timide dans une rigole. Verte, fragile, sa vie vient étoiler le plus rose de toi. Elle est la mémoire de ce qui aurait pu être.
Merci beaucoup pour cette lecture et je me disais là en vous écoutant qu'il y a un côté presque synesthésique, c'est ça, synesthétique. C'est, vous savez, quand on lit les couleurs avec des sensations ou des images avec des musiques, enfin toutes ces choses qui sont dans la psychologie de l'humain, hein, mais qui en fait sont des correspondances d'ailleurs, pour citer Baudelaire, mais que vous faites naturellement dans le texte avec cet enfant qui n'a pas existé mais qui prend une couleur dans la vie d'une personne. Ouais, le vert est très important. Je ne sais pas si c'est pour ça que mon éditeur Alexandre a choisi de mettre cette bouteille verte ici. Mais Alexandre m'a dit plusieurs fois, mais tu es sûr que tout doit être aussi vert? Il y a beaucoup de vert dans l'histoire. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée. Et c'est marrant que vous mentionniez les correspondances parce que j'y pensais aussi dans ce poème-là, comme dans beaucoup. Mais l'idée que quand on est décomposé, qu'on revient à la terre, bah, finalement tout se mélange, quoi. Ça peut être les couleurs, les couleurs, les odeurs et les sons, ça répond à ça. Voilà. Donc on peut avoir tous ces aspects-là qui se mélangent. Et la poésie, enfin encore une fois, c'est vraiment un médium un type d'écriture extrêmement fort pour ça. Parce que je pense que la manière qu'a la poésie de suspendre l'incrédulité, hein, si on reprend le terme de Coleridge, où chaque système littéraire, on est obligé de suspendre l'incrédulité du lecteur, de la lectrice dans ce système-là. Vraiment, en poésie, c'est d'autant plus facile de faire accepter que oui, bah, les mollets des petites sœurs vont être des poires vertes. Et ça, c'est possible, en fait, beaucoup plus possible en poésie que si on disait ça d'une autre manière. Et ça donne cette approche synesthésique plus facilement, je pense. On accepte que les couleurs aient des odeurs, que le toucher est un bruit. Toutes ces choses-là, ça nous met dans la disposition très phénoménologique en fait, de correspondre au monde par plein de tentacules, quoi, qui sont les 5 sens et bien au-delà aussi. Alors vous l'avez dit, hein, et on l'a entendu. Vous parlez aussi d'avortement dans ce texte, puisque Grace est faiseuse d'anges, c'est une avorteuse, et vous avez articulé votre pensée aussi autour de la question de ces petites âmes, de ces petits anges qui n'existent pas, qui meurent parfois une fois nés, parfois bien avant, qui se matérialisent, qui sont des couleurs, des sensations, des douleurs, des souvenirs. Comment est-ce que vous avez, parce qu'il y a quelque chose de très touchant, de très doux dans ce regard que vous portez aussi sur cet événement-là de l'avortement. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet? C'est pas facile, c'est complexe. Oui, c'est super complexe. Je pense aussi que le fait que ça soit au 19e siècle permet tout un tas de réflexions. C'est-à-dire que là, non seulement elle ne le fait pas de gaieté de cœur, elle le fait avec une espèce de pulsion qui est à la fois militante et empathique, enfin militante pas vraiment au sens qu'on aurait aujourd'hui, mais certainement politique et fortement empathique envers les sœurs. Et c'est toujours ce qui m'importait dans la démarche de Grace, c'est comment cette démarche-là va créer 2 victimes, c'est le bébé et la femme, et qu'elle va retrouver au bout d'un moment les perpétrateurs. Et ça courait toujours vers cette destination-là. C'est-à-dire que l'avortement est une étape dans son cheminement qui va s'enfoncer de plus en plus profondément dans l'utilisation politique, entre guillemets, de son aiguille. Mais certainement, c'est loin d'être une célébration et elle y pense beaucoup, en partie parce que son approche, justement, synesthésique, etc., et puis un peu magique, lui fait percevoir partout les âmes, les bulles de ces existences-là, qu'elles aient existé, qu'elles n'aient pas existé, que ce soit de femmes, que ce soit d'hommes ou que ce soit d'embryons, d'une certaine manière. Elle les perçoit tous, ils sont à ses côtés constamment. Elle leur chante des berceuses, etc. Donc, elle va avoir cette approche qui est à la fois politique et empathique. Et ça, c'était vraiment une nuance qui m'importait beaucoup. Encore une fois, avec mon éditeur, on a eu des réflexions là-dessus. Est-ce qu'on leur donne le nom enfant? Et moi, oui, ça me paraissait absolument essentiel. C'est-à-dire que jamais elle abandonne cette posture profondément investie dans ses petites vies. Et pourtant, elle les arrête. Et c'est vraiment la complexité de ce positionnement politique là qui m'intéresse. Ça m'intéressait de le creuser aussi. Parce que ça aurait été trop facile de faire une espèce de démonstration politique de ce que doit ou doit pas être sa destinée. Et moi, je voulais rester dans l'ambiguïté. C'est là que vous faites se rencontrer, hein, politique et poésie. D'ailleurs, elle a sa propre mélopée, sa propre poésie pour ses enfants. Parce qu'elle, vous l'avez dit, elle a cette chanson, elle a ces chants pour eux qui résonnent aussi. Et on peut ressentir ça en lisant. Et
Ça donne une force aussi à toute cette pensée que vous développez autour du thème. Et puis vous parlez des faiseurs d'anges. Donc eux, ce sont les pères, hein, les absents qui, font. Personne ne les juge, personne ne les condamne, et finalement ils s'en sortent très bien de ces situations-là. Il y a une volonté, je disais tout à l'heure, il y a une volonté dans le texte de mettre la femme dans une place qu'elle n'occupait pas, mais il y a aussi la volonté de mettre l'homme dans une place qu'il n'occupe pas, qu'il n'a pas occupée, qu'il refuse d'occuper. Est-ce que vous pensez que ça résonne encore? On parle du 19e siècle depuis tout à l'heure, mais dans le 21e siècle que nous vivons en ce moment, quel lien vous faites? Comment vous articulez ça? Oui, c'est-à-dire que c'est toujours safe de se réfugier dans des siècles passés, et d'une certaine manière, dans le livre, c'est répété de manière presque ironique, c'est-à-dire mais ça c'était le mal de ce siècle-là, c'est plus du tout comme ça aujourd'hui, etc. Mais avec cette mise à distance-là, évidemment, on peut arriver à des tas de conclusions. Un moment qui me semble crucial dans l'histoire, c'est quand Charles, poussant de plus en plus loin la plaisanterie avec Jeanne, se voit raconter par Jeanne qu'elle meurt, alors je me spoil moi-même, mais un peu d'une façon qui lui rappelle un événement à lui et qui lui fait voir cet événement de manière tout à coup complètement différente. Et là, il refuse complètement de le voir. Il dit non, mais bon là, ça suffit, hein, on a assez parlé de ce truc, allez, on est en train de manger, on va pas parler éternellement d'un truc aussi dégoûtant, etc. Et ce mouvement de braquage, genre, ok, bon, non, mais là, ça suffit quand même. Ça m'intéressait de l'incarner dans un personnage, parce que en fait, d'une certaine manière, c'est aussi une réaction que je trouve intéressante chez un lectorat. C'est-à-dire le moment où on se dit « Ok, ça a assez duré. » Ben non, j'ai pas du tout envie de lire la suite de ce livre. C'était bien tant que ça durait, mais bon, voilà. Et c'est le moment où ça touche un peu trop à la personne. Et d'une certaine manière, j'espère que pour un certain nombre de personnes, et probablement pas seulement des hommes, enfin, il y aurait ce mouvement un peu de « Ah, mais non, mais j'ai pas envie de savoir. » Vous avez envie d'aiguillonner, comme votre personnage, des poches un peu sensibles chez vos lecteurs et lectrices. C'est intéressant comme vous en parlez du texte, parce que vous avez une approche presque de réalisatrice de film. On a l'impression que vous nous parlez d'une scène que vous avez observée, et quand on lit, on a presque des indications de scénario, intérieur nuit, extérieur jour. Là, c'est une date et un lieu. Vous avez vraiment une approche très visuelle, très graphique de ces dialogues, de ces scènes qui se mélangent avec cet aspect extrêmement poétique et littéraire enfin, moi, je trouve ça interpellant aussi comme format littéraire. Oui, j'ai pas trop pensé à ça en tant que scène, mais c'est vrai qu'avec l'intérieur nu, la date, c'était une idée de mon éditeur, je crois, de rajouter la date. Et en effet, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça situe aussi, ça ancre beaucoup plus clairement le récit. Et on peut, en tant que lecteur-lectrice, se balader dedans en comprenant à quel moment il se passe quoi, parce que la chronologie est très, très mélangée. Mais c'est vrai que j'ai une écriture, je pense, qui est assez visuelle, ou du moins qui veut vraiment donner accès à une scène, même si la langue reste très stylisée. Oui, il y a une volonté d'immédiateté quand même. Alors, sans spoiler, mais en parlant un petit peu quand même d'un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est la question de la violence. Il y a de la douceur dans Grâce, on l'a compris, mais il y a aussi une forme de colère, de violence, de dangerosité qui va se développer, un désir de justice. Et là, vous remettez la violence dans la main des femmes. Et c'est encore rare en littérature, même en littérature policière, où on a encore très peu de violence chez la femme, qui est souvent plutôt dans la position de celle qui subit. Là encore, il y a quelque chose de politique, quelque chose de symbolique. Il y a une vraie portée pour vous. Oui, et pourtant, enfin, encore une fois, je valide pas du tout la violence. Je suis pas d'accord. C'est pas bien la violence. Mais en même temps, c'est vrai que elle utilise l'arme qu'elle a. Et l'arme qu'elle a, en l'occurrence, c'est une arme très improbable puisque c'est un jeu d'aiguilles. Et elle va l'utiliser de plein de manières différentes, mais elle utilise celle qu'elle a à sa disposition. Et c'est vrai qu'il y a de la colère, de la hargne même. Moi, j'aimerais bien qu'on ne sache pas exactement de quel côté on est. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il se passe ce qui se passe et qu'elle est gentiment poussée vers une autre direction, qu'on se dise, oh, mais quand même, ils ont un petit peu raison de la pousser hors de cette direction qu'a pris sa vie. Et pour moi, elle est cette violence-là qu'elle subit d'une certaine manière, parce qu'elle agit aussi dessus, c'est aussi un symptôme de ce qui lui est infligé. Idéalement, c'est juste une étape vers quelque chose de plus serein, une relation plus apaisée, mais dans laquelle elle n'arrive pas finalement dans sa vie, ou peut-être à travers sa mort. Mais j'aime bien l'idée en effet d'avoir une femme qui
qui use des forces qui lui sont données par la vie et par la société, mais qui en même temps, c'est pas confortable d'être dans cette position d'agression. C'est pas ça qu'elle voudrait. Elle y est forcée, quoi. Et là, vous avez quand même il y a une façon d'apporter une modernité quand même dans la réflexion, c'est-à-dire de nous mettre aussi face à la question de la femme, non pas au 19e siècle, mais aussi au 21e siècle. Bah oui, et puis c'est sûr que souvent c'est aussi des accusations qui sont très souvent dites contre les milieux féministes, qu'on est trop hargneuse, violente, agressive, etc. Et enfin, tout le monde s'en défend et a absolument raison en disant non mais en fait le truc c'est que cette agression, cette violence, c'est en réponse à une agression, à une violence qui est d'autant plus énorme qu'elle est structurelle, institutionnalisée, répercutée depuis toute une histoire, etc. Mais il est évident que l'agression ou la violence n'est pas une fin en soi. C'est une manière de mettre en lumière celle qui a toujours été là et qui pèse aussi fortement, quoi. Alors le fait que vous disiez mettre en lumière, justement, ça résonne aussi avec les réflexions que je me suis faites en vous lisant, puisque c'est, je trouve, le geste politique féministe, l'un des gestes politiques et féministes du texte, c'est cette volonté de faire la lumière et de déplacer la lumière. Et je trouve que ça s'inscrit aussi dans vraiment quelque chose qui parle à notre époque, c'est-à-dire de dire maintenant, le projecteur, on le braque sur la femme qui parle, la femme qui agit, et c'est peut-être comme ça aussi qu'on va cesser d'avoir un monde divisé entre la jolie muse ou la harpie dangereuse, Judith avec la tête de l'Holopherne, ou voilà la jolie femme couchée qui spame sur son canapé et qui est peinte par le grand homme. Ouais, et puis c'est marrant parce que en fait, il y a plus qu'assez dans la littérature classique et dans l'art classique, etc., pour se faire, pour redécouvrir, recouvrer ces voix-là, ces questionnements-là. Enfin, je veux dire, moi, je pense même à un personnage comme Odette dans Proust, qui vraiment, mais enfin, quand on y réfléchit directement, on se dit ah oui, elle c'est la cocotte, etc. Mais en fait, tous ces personnages-là qui existent, ils sont plus complexes, mais c'est simplement qu'on n'a pas forcément vu cette complexité. Et quand on commence à saisir ces personnages-là à la lumière de notre réflexion actuelle sur ce que ça peut vouloir dire de devoir vivre, par exemple, comme les 5 sœurs de Orgueil et Préjugés, avec littéralement pour seul objectif de se marier et de trouver un homme qui ait assez de rente pour que son père soit pas obligé de vendre ses terres, parce que c'est ce qui se passe dans un livre comme ça. Quand on commence à saisir ces histoires-là par cet angle-là, on comprend que Mrs. Bennet, l'horrible Mrs. Bennet qui dit « Ah, je veux marier mes filles parce que monsieur Bingley qui a tel livre de rente », en fait, c'est un geste féministe dans le cadre de son contexte à elle, quoi. Et donc cette mise en lumière-là, c'est pas juste une mise en lumière en mettant de nouveaux modèles, mais en allant aussi regarder ce qui se passait dans des pages d'histoire où on avait très vite catalogué cette personne. Elle, c'est la cocotte. Elle, c'est la mère hystérique. Elle, c'est celle qui veut se marier comme une nouille avec... Et en se disant, en fait, elle agissait dans un contexte où cet acte-là, c'était sa seule manière d'exprimer sa liberté. Elle le faisait de manière incroyablement forte, quoi. Mais vous montrez aussi... ce côté tragique, mais sans spoiler non plus, mais on le comprend de toute façon au début, hein, c'est que ces femmes-là et ces sœurs, les sœurs de grâce, finalement, elles ont deux choix face à elles. C'est je quitte la montagne et j'évite le mari moustachu, gros bourrin qu'on veut à tout prix à qui on veut à tout prix me donner de force. Et en même temps, je me retrouve à Paris. Oui, mais à Paris, je me retrouve finalement prostituée avec les mêmes moustachus. Et une situation, on n'arrive pas à savoir finalement qu'est-ce qui est le plus précaire, le pire, le plus horrible. Oui, et en même temps, ça aide, je pense, d'y réfléchir de cette manière-là pour sortir d'une espèce de vision d'un féministe qui serait forcément une libération de tout. Enfin, et souvent, c'est un petit peu ce qui est promu, c'est tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu seras ce que tu veux, et tout cela très décontextualisé. Et je pense que ce que beaucoup de combats actuels sont en train de mettre en lumière, pour reprendre votre terminologie, c'est que rien de tout cela se fait hors d'un contexte, que c'est beaucoup plus facile quand on appartient à un type de femmes, par exemple, déjà privilégiées par leur couleur de peau, par leur milieu socio-professionnel, etc., de dire tu feras ce que tu veux. Bah oui, franchement, c'est dans le cadre qu'il est proposé, on peut faire beaucoup de choses, et de réclamer justement cette exigence face à l'examination l'examen d'un contexte. Dans quelle mesure on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est souhaitable de le faire? Et est-ce qu'on ne peut pas justement regarder des modèles qui, par définition, ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient?
ou ce qu'ils voulaient d'ailleurs, et ont fait des choses qui étaient absolument remarquables avec les conditions de leur liberté qui leur a été données. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce qui se passe en ce moment dans les textes littéraires qui ont comme héroïne des femmes comme ça et qui essaient de sortir de cette vision extrêmement individualiste et très très libérale, libertaire de ce que peut représenter un acte vraiment politique. Et d'ailleurs, vous avez toujours à cœur, même en une seule phrase, hein, de sortir, de nuancer, de rendre subtile la pensée dans votre texte. Là, je pensais en vous écoutant à ce très bref passage où votre héroïne, Grace, va dans les beaux quartiers, je ne sais plus pourquoi, et vous dites en une phrase, ici, les femmes peuvent élever leurs bébés, elles peuvent les avoir, elles ne sont pas obligées de se faire avorter, ou alors si elles le font, eh bien, voilà, on n'en parle pas. Et vous nous montrez bien qu'il n'y a aucun idéal, il n'y a aucun endroit qui soit vraiment, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, complètement safe. Et finalement, on se rend compte que, bah oui, ok, vous vous êtes réfugié, entre guillemets, dans le 19e siècle, mais finalement, le 21e siècle est aussi un miroir comme cette charogne et cette femme vivante qui se regardent. Il y a quand même des correspondances qui existent encore. Et il n'y a rien aujourd'hui qui soit facile, il n'y a rien qui soit simple. Et il n'y a aucun endroit qui soit encore complètement safe, même s'il y a des choses qui progressent. Oui, et puis d'ailleurs, moi, ce que je remarque beaucoup, alors j'ai une vision peut-être un peu biaisée parce que je lis énormément de littérature ado, mais c'est qu'en fait, les espaces littéraires qui sont investis et réinvestis en ce moment, c'est justement pas forcément des espaces immédiats, réalistes, contemporains. Ça peut être des univers de contes, même pour les ados. Je pense au dernier livre de Flore Vesco qui s'appelle D'or et d'oreiller, qui va relire ou réécrire entièrement La princesse au petit pois pour parler exactement de ce genre de choses, c'est-à-dire le côté la sensualité féminine, les questions de choix dans le mariage, etc. Ou alors ça va être des espaces historiques, ou alors ça va être des espaces fantastiques ou semi-fantastiques, des espaces de l'étrange, ou du gore, ou du gothique. Il y a un intérêt très fort, en tout cas en littérature ado, pour ces portraits de femmes qui sont un tout petit peu, même beaucoup, en décalage avec une image réaliste contemporaine. Et je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que c'est dans ces mondes complètement en anamorphose, ou complètement contes de fées, ou complètement différents, qu'on peut, de manière la plus nuancée, avoir un intérêt politique, sociologique qui surgit, alors que quand on est vraiment face à face avec cette espèce d'immédiateté au réel, au réalisme, etc., c'est peut-être plus difficile à obtenir de manière non didactique ou non c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Donc c'est intéressant que la fiction semble s'intéresser à nouveau à ces espaces narratifs qui permettent cette distance-là et donc ce retour vers soi aussi. Et c'est intéressant effectivement ce que vous dites, puisque on peut même penser au genre, dont j'en parlais en intro, mais la science-fiction par exemple, les textes pionniers du féminisme souvent sont de la science-fiction. On peut penser à Mary Shelley, vous en parliez tout à l'heure, mais voilà, Frankenstein, premier livre, premier roman fantastique entre guillemets, écrit par une femme qui va lancer derrière toute une veine de littéraire extrêmement forte. Donc effectivement oui, c'est dans les interstices que vient se loger cette pensée un peu dissidente et un peu progressiste. Oui, et d'ailleurs, c'est ensuite très très rapidement dans le livre, mais à un moment Charles lui dit non, mais arrêtez d'écrire un truc aussi gothique, ça fait livre de Songonzone écrit en Angleterre. et en Angleterre, on avait une espèce de résurgence du gothique, et c'était très très habité par des femmes, bien sûr, parce qu'en même temps, c'est peut-être plus facile aussi pour les femmes de se dire on va aller dans les espaces qui sont pas trop pris au sérieux quand même, ouais. parce que ça fait moins peur, honnêtement. Enfin, c'est la vérité. Et c'était ce qui se passait à l'époque, et c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui. Et peut-être que cette hybridité de genre, là, on revient à toute première question, mais elle est aussi plus flexible, et elle épouse peut-être plus les contours d'une confiance en soi pas entière, d'une catégorisation pas très nette entre diverses choses, et aussi d'une différenciation entre la raison, le corps, les sentiments, etc., qui est beaucoup moins évidente, et d'une approche beaucoup plus holistique en fait, d'un rapport au monde. Eh bien, en tout cas, vraiment, votre texte décomposé m'a donné, moi, envie de savoir qu'est-ce que pensent, qu'est-ce que font, qu'est-ce que vivent ces femmes, ces personnages secondaires, la femme qui est peinte sur le tableau, la muse dont on entend toujours le nom, mais dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait dans la vie. Et je trouve que c'est une démarche formidable d'avoir écrit ce texte, d'avoir décomposé quelque part l'art, l'histoire de l'art, la poésie, pour en faire quelque chose je trouve, d'extrêmement percutant, d'extrêmement fort, et puis aussi d'extrêmement beau. On l'aura constaté en vous écoutant lire.
Donc vraiment, je salue votre travail, Clémentine Beauvais. Je vous remercie pour ce beau texte. Merci infiniment. Et je vous invite à découvrir ce roman, cette collection aussi, l'Iconopop. Je remercie, je remercie la Maison de la Poésie pour nous avoir permis d'avoir cette discussion ici. Olivier Chaudenson, Victor Pouchet. Merci à l'équipe technique aussi qui travaille ici et qui nous permet de vivre ces rencontres virtuelles avec un public qui est, donc je le rappelle, avec nous, non pas physiquement, mais par la magie de l'audiovisuel et des réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup à vous, Clémentine. Merci infiniment.